Alors, Cérès, on l'a d'abord connu comme astéroïde. Hein? Notre ami Piazzi, qui n'aimait pas sa lasagne le jour de l'an, il a découvert, Cérès a été le premier astéroïde qu'on a découvert. Et donc, depuis 1801, Cérès est l'astéroïde numéro 1. Ils sont numérotés comme ça en ordre de découverte. Et donc, Cérès, c'est le numéro 1. Mais depuis 2007, l'Union astronomique internationale l'a aussi classé comme planète naine. Pourquoi? Parce que non seulement elle est en orbite autour du Soleil, elle est ronde, et de tous les objets dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, un seul est rond, c'est Cérès. Cérès, c'est le plus gros des astéroïdes, plus brillant, c'est pour ça qu'on l'a découvert au début, mais tous les autres sont beaucoup plus petits. Cérès, on va le voir, fait 950 km de diamètre. Le suivant, Vesta, fait comme 400, 450. Donc, le deuxième plus gros, c'est la moitié de ça. Et il n'y en a pas beaucoup de cette taille-là. Tous les autres sont plus petits. Celui qui est tombé sur Charlevoix faisait, on calcule, à peu près 4 km de diamètre. Donc, Cérès, c'est à la fois un astéroïde et aussi une planète naine dans la ceinture d'astéroïdes. Et donc, on retrouve la Terre est ici, l'orbite de la Terre, l'orbite de Mars. Ici, on voit l'essentiel de la ceinture d'astéroïdes, l'orbite de Jupiter. Et ici, c'est l'orbite de Cérès. Et donc, Cérès est un peu vers l'extérieur de la ceinture. Et ça lui prend 4,6 années faire un tour. Alors, la Terre, c'est une année, faire le tour du Soleil. Mars, c'est à peu près 2 ans. Rendu dans la ceinture, les objets, ça va comme de 3 à 5 ans, dépendant de leur distance du Soleil. Et donc, notre ami, ça lui prend 4,6 années. Et ce mois-ci, Cérès est au périhélie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'orbite est circulaire, mais pas parfaitement circulaire. Et donc, il y a un moment où Cérès est plus proche du Soleil qu'à un autre moment de son orbite. Et ce mois-ci, dans son orbite, donc sur la période de 4,6 années, ce mois-ci, elle est au point de son orbite le plus rapproché du Soleil. L'autre chose, je vais y revenir tantôt, la densité. Ça a l'air de rien, mais c'est important sur ce qu'on a découvert. Une densité de 2,08 grammes par centimètre cube. Si on compare à de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. C'est ça l'étalon. Hein? On mesure la densité à partir de la densité de l'eau. Donc, l'eau, c'est 1. Cérès, c'est 2,08. La Terre, c'est 5,5. Et la Terre, évidemment, c'est plus dense, plus lourd, plus dense que l'eau. Quand on met une roche dans l'eau, la roche va... Et la Terre, c'est une grosse boule de roche. Hein? On a de l'eau juste en surface. Et donc, on a une densité de 5,5. Mais ça vous dit que Cérès a une densité pas mal plus légère. Et ça nous mène à nous questionner, c'est fait comment, Cérès? Pourquoi c'est si léger quand on compare Cérès à la Terre? Alors, en route vers Cérès, oui. Oui, la question c'est, est-ce que la ceinture, elle vire du même sens que les planètes ou à l'inverse? Non, même sens. Même sens? Tous les objets dans le système solaire, à peu près tous les objets, tournent dans le même sens. OK? Donc, c'est le sens anti-horaire si vous regardez du jour. C'est-à-dire que si le Soleil est ici, et moi je suis au-dessus du Soleil, tout tourne dans ce sens-là, sens contraire des aiguilles. Donc, Mercure, Vénus, la Terre va dans ce sens-là, Mars va dans ce sens-là, Cérès, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, tout le monde tourne dans le même sens. Mais la ceinture d'astéroïdes? Alors,
chaque objet dans la ceinture est en orbite autour du Soleil individuellement. Oui. Et donc, chaque objet est en orbite autour du Soleil. Et c'est une ceinture, effectivement. C'est une ceinture seulement à cause du nombre. Parce qu'en fait, on dit ceinture parce que vous voyez l'image que ça donne ici, là. Ça donne l'image d'une ceinture. Mais dans les faits, les objets qui sont là ne sont pas collés les uns sur les autres. Hein? Entre un astéroïde et un autre, puis on parle d'astéroïdes, là, des petits, là, hein, c'est 400 mètres, 500 mètres, la plupart, et en fait, la plupart sont même plus petits que ça. Entre ces trucs-là, il y a facilement de 3 à 5 km de distance. Et donc, quand on envoie, comme les sondes spatiales, hein, la sonde Dawn, qui est allée visiter, et toutes les sondes qui sont allées plus loin, chaque fois qu'on envoie une sonde vers Mars, vers Jupiter, vers Saturne, chaque fois, la sonde, il faut qu'elle traverse la ceinture. Elle n'a pas le choix. Et les probabilités de collision sont tellement petites, parce qu'une sonde, c'est pas gros, hein, par rapport à 3 à 5 km entre les objets, il n'y a jamais eu aucune collision. Alors, les sondes passent à travers la ceinture. OK. Alors, à partir, donc, en 2007, on va envoyer la sonde Dawn. Et elle est particulière parce qu'on a envoyé cette sonde-là explorer 2 corps célestes. C'est la première fois qu'on faisait ça. D'habitude, on envoie quelque chose vers Mars ou vers Vénus ou vers Jupiter. Mais là, on a dit, on va faire une combine. On va l'envoyer explorer Vesta d'abord et ensuite, on va l'envoyer explorer Cérès. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, Dawn est partie en 2007 et de 2011 à 2012, elle était en orbite autour de Vesta. Alors ici, vous voyez l'astéroïde Vesta, qui est dans la ceinture d'astéroïdes, le deuxième objet le plus gros dans la ceinture. Et donc, Dawn a étudié Vesta pendant 2 ans. Et je pourrais vous donner une conférence seulement sur Vesta, ce qu'on a découvert à propos de Vesta. Ce n'est pas le but de ce soir parce qu'on parle des planètes naines. Donc, on va parler de Cérès. Après 2012, Dawn est reparti, on a rallumé les moteurs et Dawn s'est rendu plus loin jusqu'à Cérès. Et depuis 2015, ça fait 3 ans maintenant, Dawn est en orbite autour de Cérès. Oui? Ça veut dire que tu fermes les moteurs, tu embarques dans l'orbite, que le phénomène de gravité qui se passe avec ou d'attraction qui se passe avec Vesta ou Cérès. Oui, alors, quand on lance une fusée, hein, il faut que l'objet ait une poussée suffisante pour sortir du champ gravitationnel de la Terre. Si la poussée n'est pas assez forte, l'objet ne va pas en orbite, hein, ça retombe sur la Terre. La même chose à partir du moment où on a une sonde comme ça qui s'en va vers Vesta, qui se rapproche suffisamment pour entrer dans le champ gravitationnel de Vesta, là, elle est comme prisonnière. Donc, elle va tourner alentour, comme les satellites qui tournent autour de la Terre. Pour partir, il faut lui donner une autre poussée qui soit suffisamment forte pour la sortir du champ gravitationnel de Vesta. Et donc, c'est comme si, je ne sais pas moi, je vais chez vous, puis vous m'attachez le poignet avec un élastique. Bien, c'est beau, là, je suis attaché, là, je reste chez vous. Puis le jour où je veux partir, si je donne un coup assez fort, je casse l'élastique puis je m'en vais. C'est ce qui arrive. Donc, et c'est le genre d'engin. Ils ont des moteurs, ce qu'on appelle des moteurs à ions, c'est-à-dire des moteurs qui sont propulsés par une source nucléaire. Et donc, ce n'est pas du gaz qu'il y a dedans, ce n'est pas du pétrole. C'est littéralement un moteur, c'est comme un petit moteur nucléaire. Mais comme tout moteur, on le contrôle. Et donc, on peut l'ouvrir un petit peu, beaucoup, lui donner une force. Et puis, il y a des façons de diriger les trucs. OK. Tout ça pour dire que pendant 2 ans, on a exploré Vesta, on a appris un tas d'affaires sur Vesta, et on va se diriger vers Cérès, et on va apprendre un tas d'affaires sur Cérès.
La première chose qui a surpris tout le monde, regardez la photo à droite. Ça a été pris par la sonde Dawn quand elle s'approchait de Vesta. De la Terre, même avec Hubble, les meilleures photos qu'on avait de Cérès, on voyait aucun détail sur Cérès. Et la chose qui a surpris le monde, c'est les 2 points blancs au centre. On s'est dit, qu'est-ce que c'est ça? On n'a jamais vu ça nulle part. Et une fois que la sonde s'est rapprochée et qu'on s'est mis à étudier, on a d'abord situé les 2 points dans un cratère qu'on a nommé Okator, un cratère assez grand, 92 km de diamètre. Et on a déterminé l'âge du cratère à environ 34 millions d'années. Et 34 millions d'années en astronomie, c'est jeune. Parce que le système solaire est vieux de 4,5 milliards d'années. Donc, la Terre a été créée, le Soleil, la Terre, les planètes, Cérès, tout ça, ça a été créé il y a 4,5 milliards d'années. Alors ici, on a un cratère qui est relativement jeune, qui a été créé il y a 34 millions d'années. Et ça se crée comment un cratère? C'est des collisions. Alors oui, des collisions, ça arrive. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Et quand ça arrive, ça laisse des traces. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'on s'est demandé c'était quoi ces taches blanches-là, et on les a étudiées. Et on les étudie avec des instruments, plusieurs instruments scientifiques qui sont dans la sonde et qui permettent de caractériser ce qu'on voit, c'est-à-dire de comprendre la composition de ce qu'on voit. Et on s'est aperçu que les substances blanches, c'était essentiellement une forme de sel. Pas nécessairement du sel de table comme on connaît, hein, du NaCl, mais il y a d'autres sortes de sel avec des minéraux. Et là, on s'est posé la question, c'est bien beau de dire que quelqu'un a passé avec la salière puis en a mis un petit peu là, mais ça vient d'où ça? Et pourquoi c'est encore en surface? On a compris qu'à l'intérieur de Cérès, il y avait beaucoup d'eau sous diverses formes. Et l'eau, quand elle est sous forme de glace, parce qu'à l'intérieur, c'est essentiellement sous forme de glace, quand il y a beaucoup de pression, la glace peut faire littéralement des volcans. Même principe. Sauf qu'au lieu d'être des volcans de magma, c'est-à-dire de roches en fusion, hein, qui va sortir de la Terre, c'est littéralement de la glace ramollie qui va surgir à la surface et qui va former des montagnes, comme sur Terre, les volcans, sur d'autres planètes, hein, sur Vénus, sur Mars. Il y a d'autres volcans ailleurs. Mais là, c'est des volcans de glace. Et les volcans de glace, il y a un terme technique pour ça. On appelle ça du cryovolcanisme. Alors, Dawn a découvert que sur Cérès, il y avait du cryovolcanisme. Et le sel arrive comment? C'est dans le sous-sol, en dessous de la croûte, il y a des matériaux qui sont sous forme de saumure. Une saumure, un mélange de liquide, de glace, de sel, etc., de minéraux. Hein? Et c'est cette saumure-là, quand il va y avoir un phénomène de cryovolcanisme, c'est la saumure comme le magma qui va remonter à la surface. Mais quand la saumure va monter à la surface, il va se passer plusieurs choses. Parce que dans la saumure, il y a effectivement de l'eau, mais Cérès, il n'y a pas d'atmosphère. Et quand vous mettez de l'eau à l'état liquide, dans une surface où il n'y a pas d'atmosphère, l'eau va se transformer en gaz par un processus qu'on appelle la sublimation. Et donc, l'eau va passer, ou la glace, en fait, c'est la glace qui sort, genre de saumure, la glace va littéralement s'évaporer dans l'espace.
Et donc, la glace va, en s'évaporant, tout ce qui va rester, c'est le sel, les cristaux. Et donc, ce qu'on a constaté à la surface, là, c'est que c'était des cristaux, différents cristaux de sel. Il n'y avait pas de glace d'eau, telle qu'on la connaît. Et la chose qui était surprenante, c'est qu'il soit encore là, parce que quand on a du sel comme ça, ou même de la glace, quand on a une surface glacée qui est exposée au vide de l'espace, là où il n'y a pas d'atmosphère, la glace ou la surface est attaquée rapidement par les rayons ultraviolets du Soleil. Hein? Sur Terre, si on n'avait pas d'atmosphère, on serait tout cuit, on ne serait pas ici. Hein? On serait mort. Très, très puissants, les rayons ultraviolets. Et les rayons ultraviolets vont attaquer les surfaces découvertes sur les planètes, sur les satellites, etc. Et en dedans de quelques millions d'années, en général, ça va enclencher des processus chimiques qui vont changer le matériel. Et ça va faire une sorte d'hydrocarbure plus foncé. Alors, les astronomes, quand ils ont trouvé ça, d'abord, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est ça? Ils ont figuré ce que c'était. L'autre question qu'ils se sont dit, mais comment ça se fait que c'est encore là? Alors, on a trouvé une façon de dater ça, et on pense que le dôme blanc, là, il n'est pas plus vieux que 4 millions d'années, qui est très, très court en termes astronomiques. Et ça dit aux astronomes et aux astrophysiciens que Cérès, géologiquement, c'est un astre, c'est un objet qui est très actif, il est encore en vie. Ce n'est pas un objet mort. On prend notre Lune, hein, notre Lune, géologiquement, elle est inactive, elle est morte, la Lune. Il n'y a rien qui se passe sur la Lune. Sur Cérès, au contraire, on voit que ça bouge. Il n'y a pas de la vie comme on l'entend, là, mais il y a des phénomènes géologiques. Donc, c'est une des grandes découvertes qu'on a faites. Et parce qu'on a compris qu'il y avait beaucoup d'eau à l'intérieur, là, on a compris pourquoi la densité pouvait être si basse. Il y a de la roche à l'intérieur, ce n'est pas juste de la glace, il y a de la roche, mais en pourcentage, en proportion, il y a beaucoup de glace. Alors, le matériel réfléchissant qu'on a vu, ce que vous avez vu, c'est l'endroit où il y en avait le plus, mais sur l'ensemble de Cérès, on a trouvé 130 endroits où il y avait ce genre de sel-là en surface. On a déduit la densité à peu près 2 grammes par centimètre cube. La Terre, je vous l'ai dit, 5,5. L'eau, c'est 1. La densité d'une roche moyenne, c'est 3,4. Et donc, à cause de ça, les astrophysiciens ont déduit que l'eau représentait à peu près 1/4 de la masse de Cérès. On a découvert beaucoup d'hydrogène. S'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'hydrogène parce que l'eau, c'est une molécule très simple, hein, formée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Et quand on analyse le sol d'un objet comme ça, avec les instruments scientifiques, on identifie l'hydrogène et on a trouvé partout sur la planète et une concentration particulière. On le voit un peu dans la photo droite, aux 2 pôles. Il y a un cratère où on a trouvé, le seul endroit où on a trouvé de l'eau comme telle, sous forme de glace, à la surface, c'est dans un cratère qu'on a nommé Oxo. Alors, on a aussi découvert beaucoup d'ammoniac sur Cérès. Alors, l'ammoniac, c'est un composé fait de 2 éléments, l'azote, représenté par N, et l'hydrogène, représenté par le H. Donc, une molécule d'ammoniac, c'est un atome d'azote avec 3 atomes d'hydrogène. On en a trouvé beaucoup sur Cérès et, en fait, il ne devrait pas en avoir tant que ça.
Et pourquoi il ne devrait pas en avoir tant que ça? C'est à cause de l'endroit où est situé Cérès. Cérès est dans la ceinture des astéroïdes. Donc, Cérès n'est pas très, très éloigné du Soleil. Et normalement, à la distance où est Cérès, l'ammoniac ne devrait pas rester en surface, devrait s'évaporer. Parce que l'ammoniac, c'est une substance relativement volatile, donc ça ne lui prend pas beaucoup d'énergie pour s'évaporer et se perdre dans l'espace littéralement. Alors, quand les astrophysiciens ont découvert l'ammoniac en quantité assez importante sur Cérès, ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, ne devrait pas être là. Alors, la question se pose, pourquoi c'est là? Alors là, on fait des hypothèses qui sont à l'étude et on se dit que peut-être Cérès, en fait, a été formé plus loin dans le système solaire et qu'en cours de route, Cérès a été ramené plus proche du Soleil. Et donc, elle a repris son ammoniac plus loin, alors qu'elle était suffisamment loin pour conserver ses composés d'ammoniac. Puis qu'après, quand elle est revenue, elle a pu garder son ammoniac. Parce que l'ammoniac, c'est lié avec d'autres éléments. Alors, ça veut dire quoi, ce jeu-là? Ça veut dire qu'on pense que tôt dans le système solaire, les planètes se sont promenées et ça a été un véritable jeu de billard. Et ce soir, je ne vais pas vous en parler trop longuement, mais effectivement, les théories actuelles au sujet de la formation du système solaire sont à l'effet que les planètes, au départ, n'étaient pas là où elles étaient. Que les grosses planètes comme Jupiter et Saturne se sont rapprochées du Soleil, littéralement. Et puis, à un moment donné, il y a eu un jeu entre les orbites. C'est comme ça que les astéroïdes ont été repoussés plus loin, la ceinture de Kuiper plus loin. Très compliqué. Et pourquoi on pense que le système solaire, ça a été une vraie partie de billard au début? C'est à cause des exoplanètes que l'on découvre. Et un jour, je vais faire une conférence sur les exoplanètes, parce que les exoplanètes, ce sont des planètes qu'on découvre autour d'autres étoiles. Et c'est récent. La première est en 1995. Aujourd'hui, on en connaît 1500 à peu près des exoplanètes. Mais avant qu'on découvre les exoplanètes, le seul système planétaire qu'on connaissait, c'était le nôtre. Et le nôtre, c'est 4 planètes rocheuses, 4 grosses planètes, puis des astéroïdes un peu. On s'imaginait que tous les autres systèmes autour des étoiles, c'était le même modèle. Hein? On en connaît un modèle, on pense partout pareil, alors qu'il apparaît aujourd'hui que le système solaire, c'est l'exception. Ce qu'on découvre ailleurs, les autres systèmes planétaires autour d'autres planètes, ça n'a rien à voir avec notre système. Ce qu'on retrouve proche des étoiles, ce sont des grosses planètes gazeuses, comme Jupiter et Saturne. Et là, on est revenu sur le système solaire, mais on s'est dit, oui, mais pourquoi? Et là, on a commencé à faire des théories pour expliquer. Et ce modèle-là, qu'on appelle le modèle de Nice, c'est relativement solide, mais ça demeure un modèle. OK. Alors, toujours sur Cérès, ici, vous avez une planète, comme une planisphère. C'est toute la planète décousue puis toute projetée sous une forme comme ça. Grande quantité de cratères, mais pour un objet de cette taille-là, on s'attendait à voir plus de grands cratères. Il y en a très peu. Il y a seulement 16 cratères qui ont plus de 100 km de diamètre. Et ici, vous voyez Occator avec les taches blanches. Oxo ici, où on a découvert de la glace d'eau directement à la surface. Un des grands cratères ici. Kervan, il y en a un autre grand ici. Il y en a... Alors, évidemment, ça nous a permis de cartographier. On a trouvé 3 montagnes sur Cérès et une qui est très surprenante. Oubliez à droite une seconde, mais regardez à gauche.
la montagne, c'est la partie du haut ici. Ça, c'est le dessus de la montagne qui est plat. Et ça, c'est les côtés brillants, c'est les côtés de la montagne. Ça, c'est un cratère à côté. À droite, ce n'est pas une photo, c'est une simulation où on a exagéré l'échelle verticale 2 fois. Donc, la montagne n'est pas si abrupte que ça, mais ça ressemble à ça. Et cette montagne-là, on lui a donné un nom. Elle fait 4000 mètres de hauteur. C'est quand même 4 kilomètres. C'est la moitié de l'Everest. C'est une bonne distance sur un objet qui a juste 900 km de diamètre. Relativement jeune. Et pourquoi on pense que les jeunes, vous avez juste à voir les côtés qui sont brillants? Comme j'ai dit tantôt, et ça aussi, c'est du cryovolcanisme. Et donc, c'est une montagne de glace qui est sortie de l'intérieur. Et comme les côtés sont brillants, ça nous dit que c'est jeune. Autrement, il y aurait de l'usure par les rayons ultraviolets du soleil, et à la longue, ça deviendrait gris. Ce qui est fascinant dans l'exploration du système solaire, c'est qu'il n'a pas un pareil. Et chaque fois qu'on envoie une sonde qui va visiter une planète, les scientifiques tombent à la renverse. Ils découvrent des choses qu'ils n'avaient jamais imaginées. Et chacune est relativement différente. Mais à la base, c'est toujours la même physique. Hein? Mais on observe, on voit des choses différentes, on se pose la question pourquoi. Et là, c'est à force de se poser des questions pourquoi qu'on comprend. C'est comme ça que la connaissance augmente. Y en a-tu d'autres? Vesta, qu'on a vu tantôt, c'est pour ça que je vous ai dit que je pourrais vous donner une autre conférence sur Vesta. Non, pas lui. Lui, Vesta, hein, c'est différent. Donc, pas la même composition, c'est plus rocheux, pas de glace. Il y a des striures. Regardez juste ça 2 secondes, l'image. Là. Regardez, il y a des grandes striures. Là. Hein? On voit des cratères, mais on voit des grandes striures. Ça vient d'où? Ça s'est fait comment? Pourquoi? Alors, chaque fois qu'on découvre un nouvel objet de près, on a toutes sortes de surprises, ça soulève toutes sortes de questions. Vous allez le voir, c'est pire avec Pluton. Le volcanisme s'est inventé le jour qu'ils ont découvert les volcans. Oui, c'est avec l'étude des satellites autour de Jupiter et de Saturne qu'on a découvert. Puis, on avait une idée un peu avec Vénus anciennement, parce que Vénus est très chaude. Mais c'est surtout avec les objets lointains où les objets sont de glace qu'on a découvert qu'il y avait du cryovolcanisme. C'est un phénomène qu'on n'a pas sur Terre. La sonde arrête de faire son exploration cette année? Elle s'en va où après? Elle s'en va nulle part. Quand elle va finir, parce qu'elle arrive à la fin de son carburant dans ce cas-ci, et probablement qu'elle va finir sa vie, elle va s'écraser sur Cérès. Fort probablement, dans son cas, elle. Ce n'est pas le cas qu'on va voir avec Pluton. OK, alors là, c'est la dernière, et donc, juste pour la structure géologique de Cérès, une croûte en surface, en dessous, une couche de glace, d'eau essentiellement, et le centre, un noyau rocheux. OK, là, on va passer à Pluton maintenant. Et Pluton, vous allez voir, c'est encore plein de découvertes, parce que les scientifiques, au départ, ils partent avec l'idée que Pluton, c'est à l'autre bout du monde, très loin du Soleil. C'est froid. Ça doit être mort, là. Il ne doit pas rien se passer, là. Ils ont fermé les lumières il y a longtemps. Ils partent avec cette idée-là. Et vous allez voir, c'est des choses incroyables. Alors, Pluton, juste pour faire un petit résumé, donc une planète naine. Cérès est une planète naine, une des 5. Pluton, c'en est une autre. Alors, son diamètre, 2370. Ici, on voit la Lune,
Pluton qui est plus petit que la Lune et Cérès qui est plus petit. Alors, Cérès faisait 950 km de diamètre, Pluton fait 2300. Alors, la chose intéressante, Pluton a 5 satellites. Nous, la Terre, on a juste un, la Lune, mais il y a 5 satellites autour de Pluton. Un gros, puis quatre petites affaires de rien du tout. Le gros s'appelle Charon. Et Charon, son diamètre, c'est 1208 km. Regardez par rapport à Pluton, c'est à peu près la moitié. Ça veut dire qu'on a une planète qui s'appelle Pluton, une planète naine, et son satellite est la moitié de la grosseur. Et dans tout le système solaire, avec toutes les planètes et les satellites qu'on connaît, nulle part on trouve ça. Nulle part on trouve un satellite qui est si gros. Déjà, la Lune, c'est parmi les gros satellites dans le système solaire, mais la Lune, ça fait un tiers, en diamètre, ça fait un tiers de la Terre. Charon, ça fait 50% de sa planète. Et c'est tellement deux gros objets que ça pourrait littéralement être considéré comme deux planètes naines. Sauf que Charon était plus petit et tourne non pas autour du Soleil, mais tourne autour de Pluton. Mais c'est vraiment unique, ça, dans le système solaire. Les 4 petits, c'est moins de 60 km, là, c'est des petites pinottes, là, des restants de collision, comme on va voir. Je l'ai dit tantôt, la période de révolution autour du Soleil, 248 ans pour faire le tour. Et donc, ici, on a l'orbite de Neptune et on voit l'orbite de Pluton. Et comme je l'ai expliqué, pour une petite partie de son orbite, Pluton est plus proche du Soleil que Neptune. Pas beaucoup, un peu. Mais quand ça arrive, Pluton est en dessous de Neptune, en dessous de l'orbite, parce que l'orbite est inclinée à 17 degrés. Alors, l'autre chose bizarre au sujet de Pluton, c'est son axe de rotation est négatif, moins 120 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre le tableau pour expliquer 2 secondes, ça ne sera pas long. Une planète qui est sur son orbite et la planète fait le tour du Soleil. La planète, elle avance sur son orbite et elle peut être à la verticale ou elle peut être penchée. Si on prend le cas de la Terre qui est en orbite autour du Soleil, la Terre, quand elle avance, elle n'est pas à la verticale. L'axe de rotation de la Terre par rapport à la verticale est de 23 degrés et demi. Le globe terrestre est parti. J'avais un globe terrestre ici lundi. Ah non, c'est pas grave, Denise. Mais vous regardez un globe terrestre, le globe terrestre est toujours penché. Mais si le globe terrestre est penché, ce n'est pas une coquetterie d'un designer quelque part. S'il est penché, c'est parce que dans l'espace, la Terre, elle est penchée. Et donc, la Terre, elle avance sur son orbite, elle est penchée à 23 degrés et demi. Et c'est à cause de ça qu'on a les saisons. Si la Terre avançait sur son orbite littéralement à la verticale, on n'aurait pas de saison. Je l'expliquerai ça une autre fois. La Terre est comme ça. Dans le cas de Pluton, on est à moins 120 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voici Pluton. Voici la verticale. Ça, c'est 0 degré, 90, 180, 270, puis on revient à 0. L'axe de rotation est à moins, pas moins 120, mais elle est à 120 degrés. Ça veut dire que l'axe de rotation est ici. Alors, au lieu d'être la tête en haut,
quand Pluton avance sur son orbite, Pluton a la tête en bas. Mais Pluton, comme toutes les planètes, tourne dans ce sens-là. Hein? Comme on disait tantôt, tout tourne dans le même sens, dans le sens anti-horaire. Et donc, Pluton tourne dans le sens anti-horaire, sauf que, en tournant dans le sens anti-horaire, en pointant vers le bas, elle va tourner à l'envers. Parce que normalement, elle tournerait comme ça. Mais en fait, elle tourne comme ça, mais son axe de rotation étant comme ça, quand nous, on la regarde, elle ne retourne pas par là, elle retourne par là. Hein? Alors, particularité de notre ami Pluton, et ça nous renseigne aussi sur la naissance de Pluton. Parce que chaque fois qu'on voit un truc qui est bizarre, il faut se poser la question, comment ça se fait? Hein? Pourquoi c'est arrivé de même? Autre chose, donc, rotation, quand je dis rétrograde, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle tourne à l'envers. En fait, elle tourne dans le bon sens, mais son axe de rotation est inverse. Elle tourne la tête en bas. Elle tourne, sa rotation, elle est synchrone avec Charon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez la petite animation. Au centre, on voit Pluton qui tourne autour d'un petit rond, et on voit Charon qui tourne alentour, et toutes les rotations se font en, disons, 6,4 jours. Ça veut dire, Pluton tourne sur lui-même en 6,4 jours, Charon tourne sur lui-même en 6,4 jours, mais Charon tourne autour de la planète en 6,4 jours. En d'autres mots, les deux corps sont comme s'il y avait une barre de métal qui les tenait tous les deux, puis ils étaient forcés à tourner ensemble. Et parce qu'ils sont reliés, ils ne sont pas reliés, hein, mais ils ont des orbites synchrones, et donc ils vont tourner comme ça, et c'est toujours le même côté de Pluton qui va regarder le même côté de Charon. Ils se font toujours face. Hein? Ils ne peuvent jamais savoir ce que l'autre a derrière la tête, parce qu'ils ne le voient pas. Oui? Quand vous dites que Pluton a la tête en bas, oui. Comment on fait pour savoir que c'est ça sa tête, parce qu'elle est ronde? Pourquoi c'est ça sa tête? Elle pourrait être en haut? OK. C'est par convention, littéralement. Et donc, les astronomes, quand ils étudient les objets dans le système solaire, ils vont déterminer l'orientation des objets par rapport à leur rotation. Et la plupart des objets, la grande majorité des objets, tournent dans le sens anti-horaire. OK? Donc, par convention, on dit une rotation dans le sens anti-horaire, c'est la norme. Et là, si ça, c'est la norme, on va observer une planète ou une planète naine ou on va observer un astéroïde. On se pose la question, l'objet qu'on observe, il tourne de quelle façon? Ah, il tourne dans le sens anti-horaire. OK, il est dans la norme. Maintenant, est-ce qu'il tourne à la verticale ou est-ce qu'il tourne qui est penché par rapport à son orbite? Et donc, ça s'observe parce qu'on voit les particularités sur l'objet. Et si l'objet est à la verticale, les choses vont tourner en ligne droite. Si l'objet est penché comme la Terre, les objets font ça. Et donc, on mesure. Et donc, par convention, comme tout le monde, c'est comme les hommes. Hein? Nous, on marche dans la station debout, hein, avec les pieds en bas, la tête en haut. Quand on en voit un, l'été dans les cercles, il marche sur les mains, puis les pieds dans les airs, on se dit, bien, lui, il est bizarre. Hein? C'est la même chose. Alors, on regarde Pluton, on l'observe, et on observe que Pluton a sa rotation dans le sens horaire, et donc dans le sens contraire. Et par convention, le pôle nord, c'est toujours celui qui est au-dessus du anti-horaire. OK? Elle s'est peut-être fait frapper, elle a eu un gros accident. Pardon? Elle a peut-être eu un gros accident. Elle en a eu un, j'y arrive. Parce que c'est la dernière ligne, en fait, la collision, la création des satellites. Et avant, quand on connaissait très peu de choses sur Pluton,
On connaissait Charon, on l'a connu plus tard quand même, en 78, sa découverte. Mais déjà, Charon était bizarre parce qu'il était très gros par rapport à la planète. Puis on s'est demandé comment ça se fait. Et la seule façon d'y arriver en faisant des simulations, c'était par une collision. Et avec la visite qu'on a faite à Pluton, ça a confirmé qu'effectivement, puis avec l'hypothèse de la collision, non seulement on arrive à simuler la création de Charon, on arrive à simuler l'axe de rotation qui est en envers, on arrive à simuler la présence des 4 petits satellites. Et donc, l'hypothèse est assez solide. Et en science, tout est hypothèse. Alors, en route vers Pluton, un peu comme avec Dawn tantôt qui a fait Vesta Ceres, Pluton et la sonde s'appelle New Horizons, Nouveaux Horizons. Elle est partie en janvier 2006 et ça lui a pris 9 ans pour se rendre à Pluton. Quand elle a survolé Pluton en juillet 2015, sa vitesse de croisière était de 13,7 km à la seconde, pas à l'heure. Donc, dans une seconde, la sonde a traversé 13,7 km. Rappelez-vous, Pluton a un diamètre de 2300 km. Quand on roule à 13,7 km à la seconde, la sonde, elle n'a pas passé 3 semaines là, vis-à-vis Pluton. Hein? Elle a passé comme... Puis elle a continué sa route. Ça faisait 9 ans qu'elle avançait pour se rendre là. Quand elle est rendue devant, elle était... Et c'était tellement loin que les contrôleurs de la NASA n'avaient aucun moyen de faire des manœuvres de dernière seconde. Là. Et donc, c'est incroyable quand même de partir de la Terre, d'envoyer un engin spatial qui va prendre 9 ans à se rendre au fond du système solaire et qui va réussir à passer puis à voir tout ce qu'il a vu. Il a passé vite, il a vu juste, il n'a pas, contrairement à Dawn autour de Cérès qui est en orbite, là, dans New Horizons, il a juste passé. Et donc, en passant rapidement, il a vu juste un hémisphère. Il n'a pas vu les 2 côtés de Pluton. Il a vu un côté seulement. Et il a vu un côté de Charon. Quand il était un peu plus loin, il a pris des photos de l'autre hémisphère. Mais les photos ne sont pas précises. Ce n'est pas comme ça. Là. Alors, on arrive à Pluton. Et là, Pluton, je vais vous parler... Oh, je vais faire ça vite. Excusez-moi. C'est un peu long. Rapidement, je vais parler de la surface de l'atmosphère et des satellites rapidement. OK. Alors, la grande surprise, on pensait que c'était un corps inerte, une petite roche à l'autre bout du système solaire. On a découvert une géologie très diversifiée et une géologie active. Personne ne s'y attendait. Alors, Pluton, c'est quoi? C'est une boule de roche essentiellement recouverte de glace, mais de différentes sortes de glace. Donc, H2O, c'est de l'eau, de la glace d'eau. N2, N, c'est de l'azote, comme on respire. Hein. On a beaucoup d'azote dans l'atmosphère avec de l'oxygène. Donc, il y a de la glace d'azote sur Pluton, la glace de méthane, le CH4, et du monoxyde de carbone à l'état de glace. Il fait froid là-bas. Les températures varient entre moins 2,34 à moins 2,21 degrés Celsius. Ce n'est pas plus chaud en Fahrenheit. C'est très froid. Salut, Michel. Ça veut dire que... Ça arrive juste pour le punch. Oui, merci. OK. Alors, Pluton, donc il fait froid, mais grande surprise, géologie très active. Ce qui a frappé tout le monde avec les premières photos, c'est le cœur. C'est quoi le cœur? Regardez ça ici. La forme d'un cœur. Alors, la question tantôt, c'est-tu comme ça partout? Chaque fois, on est surpris. Pluton, on a été surpris, on a dit, c'est quoi cette bébête-là? C'est quoi ce cœur-là? C'est fait de quoi? Et là,
on a commencé donc, on a pris beaucoup de mesures de toutes sortes, pas juste des photos, et on a analysé. Et d'abord, on s'est aperçu que le cœur était formé de 2 régions, une qui était très, très lisse et une qui était un peu moins lisse, mais quand même plus brillante que le restant. Des surfaces lisses comme ça, on n'a pas vu ailleurs dans le système solaire. Et en plus, sur une planète où on a une partie qui est comme ça, puis l'autre partie, comme on voit ici, la partie vieille. Alors, tout le restant ici de Pluton, on est dans un terrain complexe, beaucoup de cratères. À ces températures-là, il y a des montagnes, et on parle de cryovolcanisme, des montagnes de glace, et non pas de magma, et très vieux. On a nommé ces régions-là, on a nommé la région de Tombaugh, le découvreur de Pluton, l'autre, on l'a appelé Sputnik Planitia. Alors, le cœur ici, c'est une grosse plaine glacée, et la glace, il y en a de 2 sortes, il n'y a pas de glace d'eau là, c'est de l'azote glacé et du monoxyde de carbone. Et à l'œil comme ça, on dirait que c'est juste en surface, mais en fait, toute la région du cœur, c'est une dépression. C'est-à-dire que si vous partez du bord et vous avancez vers le centre, vous descendez. C'est comme une assiette creuse. Hein? Et le centre est de quelques kilomètres plus bas que le côté. Alors là, ça, c'est typique, parce que on voit ça un peu sur la Lune aussi, c'est typique de ce qu'on appelle un grand bassin et qui est le résultat d'un gros impact. Et donc, avant, on pensait, quand on a découvert Charon, on s'est dit, pour moi, il y a eu une collision à un moment donné. Quand on a vu ça, puis qu'on a mesuré la profondeur, là, on sait qu'il y a eu une grosse collision. C'est la seule façon d'avoir une formation géologique comme ça. Donc, surface de Pluton, très diversifiée, et la région du cœur, la plaine glacée, c'est une région qui est géologiquement très active. Donc, ça bouge encore. Et pourquoi ça peut encore bouger, même si les températures sont très, très basses, c'est qu'à l'intérieur de Pluton, il y a encore de la chaleur. Alors, je disais tantôt à la création du système solaire, toutes les planètes, essentiellement, c'était de la roche en fusion. Et donc, avec les millions d'années qui se passent, ces roches-là vont se refroidir tranquillement et continuent de se refroidir. Mais ça, sont pas... La Lune, elle est refroidie de bord en bord. La Lune est morte, elle est froide. Mais la Terre ne l'est pas. Il y a encore de la chaleur. Pluton, même si elle est loin, il y a encore de la radioactivité, des roches radioactives au centre. La radioactivité va donner de la chaleur. La chaleur va percoler tranquillement et c'est ce qui va pousser un peu sur les couches de glace, qui va faire le cryovolcanisme, qui va pousser. Oui, Michel d'abord, puis monsieur. Oui, si c'est un impact qui peut expliquer la partie gauche du cœur, qu'est-ce qui peut expliquer la partie droite? Et, en fait, ils pensent que les 2 parties, c'est essentiellement le même impact. Oui, mais c'est une bonne question. Parce qu'on n'est pas au point où ils peuvent vraiment expliquer en détail ce qui pourrait être arrivé. L'atmosphère. Alors, les astronomes étaient convaincus que l'atmosphère qu'ils avaient vue avec le télescope Hubble, que cette atmosphère-là se serait condensée littéralement et que le gaz serait passé de l'état de gaz à l'état de glace et qu'il aurait tombé sur le sol. Comme on voit chaque année sur Mars, on a ce phénomène-là sur Mars. Quand on parle d'atmosphère, on parle d'oxygène? On parle de différents gaz. C'est surtout de l'azote, du méthane, pas de l'oxygène. Non, parce qu'il n'y a pas d'oxygène qui est produit en surface. L'oxygène, quand la Terre est née, il n'y avait pas d'oxygène. On n'est pas né avec l'oxygène. Hein? L'oxygène est créé par la vie sur Terre. Il n'y a pas de vie là-bas, il n'y a pas d'oxygène. Il peut y avoir de l'oxygène dans certains composés, mais pas de l'oxygène gazeux, comme le monoxyde de carbone du CO.
C'est une molécule de carbone et une molécule d'oxygène. Dans ce sens-là, il y a de l'oxygène dans l'univers, mais il n'y a pas d'oxygène à l'état gazeux dans l'atmosphère de Pluton. Alors, la sonde, quand elle est passée comme ça, bzip, elle a pris quelques photos quand même, et non seulement on a découvert de l'oxygène, mais on a vu qu'elle était stratifiée, d'une part, et d'autre part, on s'est aperçu que l'atmosphère était beaucoup plus rapprochée du sol, si vous voulez, de Pluton. Et maintenant, suite à cette découverte-là, les astronomes sont convaincus que l'atmosphère de Pluton est permanente. Et donc, même si Pluton s'éloigne, elle est suffisamment dense pour durer. Alors, je vais avancer, puis on va finir presque avec ça. C'est les satellites. Alors, on a parlé de Charon, 1208 km. Les autres sont petits. Si ça, c'est Charon ici, les autres, là, il y en a deux qui font à peu près 50 km de diamètre et les deux petits, c'est à peu près 10 km. Et voyez les formes irrégulières. Ça, c'est les astéroïdes, dans la ceinture d'astéroïdes, ça ressemble à ça. C'est des cailloux irréguliers. Alors, c'est ce qu'on retrouve. C'est pour ça que Cérès est à part dans la ceinture. C'est une planète naine. Ça, ce n'est pas des planètes, on le voit bien là, par la forme. Charon, maintenant, en passant zip rapidement, on a photographié, fait des mesures sur Pluton. On a fait la même chose avec Charon. Autre surprise, Charon, et c'est différent de Pluton. Pourtant, c'est juste à côté, hein? Mais une surface âgée, on n'a pas rien qui ressemble au cœur. Il n'y a pas de plaine glacée d'azote comme on a vu sur Pluton. Donc, c'est de la roche partout. Quelques montagnes. On en voit une ici, avec un genre de rond à côté. Deux choses qui ont vraiment surpris sur Charon. Regardez ici. On dirait que la planète est comme cassée en deux. Hein? C'est comme une noix avec une... et ça, en géologie, on apprend que ce genre de formation, quand on voit des striures comme ça au centre, c'est une indication que la sphère est en expansion et qu'en grossissant, ça casse au centre. Et l'expansion comme ça, c'est dû essentiellement à de la glace qui va prendre, quand l'eau va se geler, l'eau va prendre de l'expansion et va former ça. L'autre chose qui était surprenante, l'autre chose au sujet de Charon qui était surprenante, on ne s'y attendait pas, regardez le pôle Nord, et le pôle Nord est rougeâtre. Et là, on s'est dit, ouais, c'est quoi ça? Et donc, on s'est aperçu que c'était essentiellement des composés d'hydrocarbures, et on pense que ça vient du méthane qui s'échappe de l'atmosphère de Pluton et qui va migrer vers le pôle Nord de Charon. Et le méthane, quand il arrive au pôle Nord de Charon, il va essentiellement tomber sur la surface et les rayons ultraviolets et les rayons cosmiques, à la longue, vont modifier le méthane en une série de composés qu'on appelle des tholins et qui ont une forme grisâtre-rougeâtre. Et ça, c'est typique. Ça, on retrouve ça un petit peu sur d'autres satellites à l'occasion. Alors ça, c'est une forme d'usure, si vous voulez. Alors ça, évidemment, on ne connaissait absolument rien de Charon. Et quand on a vu ça, les gens sont tombés à la renverse. Et là, je vais finir avec ceci. On a New Horizons, ça y prend 9 ans pour se rendre à Pluton. Il arrive, il file à 15 km à la seconde. Il va passer tout droit. Mais lui, il peut filer encore longtemps. Il peut filer longtemps. OK? Et à la NASA, pendant les 9 ans que New Horizons traverse le système solaire, eux autres, ils se disent, ça serait le fun, parce que durant ces 9 ans-là,
on découvre des objets de la ceinture de Kuiper dont je vous ai parlé tantôt. Et la ceinture de Kuiper, on ne connaît pas grand-chose. On sait qu'il y a beaucoup d'objets, on en connaît au moins 1500, il y en a des bizarres. Mais là, ils se sont dit, hey, après Pluton, là, New Horizons, elle file éventuellement, elle va sortir du système solaire. Mais elle va s'éloigner du Soleil, elle va être en plein dans la ceinture de Kuiper. Ce serait donc plaisant si on pouvait observer quelque chose d'autre. Alors, il y a à peu près 3 ans maximum, on a lancé un programme de recherche d'objets de la ceinture de Kuiper qui serait comme en ligne de la trajectoire de New Horizons. Et là, on a fait de la photographie très profonde, puis on cherchait des objets, puis on cherchait des objets, et on en a trouvé un. Et on a donné une nouvelle mission à New Horizons, et le programme a une extension de 5 ans. Alors, au lieu de se terminer en 2015, quand il est passé vis-à-vis Pluton, New Horizons a une nouvelle mission qui va durer jusqu'en 2021, et on espère qu'il va pouvoir observer, étudier une vingtaine d'objets dans la ceinture de Kuiper. Mais tout particulièrement, il va frôler l'objet qu'on a identifié, qui s'appelle 2014 MU19. Et donc, on se dirige là, et il va y arriver le 1er janvier qui s'en vient, 2019. Alors, attendez-vous en décembre prochain, puis en janvier, autour du jour de l'an, dans les nouvelles, on va parler de New Horizons qui a survolé un autre objet dans la ceinture de Kuiper. Alors, MU69, finalement, on vient de la nommer officiellement. On lui a donné le nom d'Ultima Thule. Et là, ici, on voit un peu la trajectoire. Alors, quand New Horizons est parti de la Terre, a traversé l'orbite de Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, voyez la ligne verte et la ligne de Pluton. Alors, en 2015, Pluton était ici, là. Depuis, Pluton a avancé sur son orbite. La sonde, elle a continué en ligne droite. Et ici, c'est l'orbite d'Ultima Thule. Et le 1er janvier, la sonde va croiser ça ici. L'objet, approximativement, parce que c'est tellement loin qu'on ne peut pas le mesurer précisément pour l'instant, 20 à 40 km, une distance de 43 unités astronomiques, un tiers plus loin que Pluton, donc c'est loin. Ça lui prend 296 années à faire le tour du Soleil. C'était 248 pour Pluton. Là, on est quasiment 300. Va arriver. Alors, le survol va se faire à 3500 km au-dessus de la surface de l'objet. Et ça, c'est très proche. Quand New Horizons est passé à Pluton, il n'était pas si proche que ça de la planète. Et donc, c'est incroyable, hein? Et à cette distance-là, ils vont littéralement frôler un caillou à l'autre bout du monde. La vitesse, quand la sonde va arriver là, la sonde va filer à 53 000 km à l'heure. Alors, c'est sûr que ça va aller vite. On va mesurer ce qu'on peut, on va faire des photos comme on peut, mais c'est tellement loin que pour envoyer l'information à la Terre, ça va prendre à peu près 20 mois pour que le signal revienne, qu'on l'analyse. La distance, 6,5 milliards de kilomètres. Alors, ce soir, on termine la 3e de 3 conférences cet hiver. L'hiver prochain, j'en donne 3 autres, dans le même cadre avec les services de loisirs. Ça va être dans le Charlevoisien, ça va être partout, ces trucs-là. Mais juste pour vous donner les sujets, en novembre, je vais faire une conférence sur Jupiter, parce que présentement, il y a la sonde Juno qui est en orbite autour de Jupiter. Je vais vous raconter des histoires sur Jupiter. En février, on va faire de la cosmologie. Et là, en février, je vais parler de ce dont on vient de parler. La naissance de l'univers, la matière sombre, l'énergie sombre,
On va faire de l'astrophysique, mais très simplifié. Hein? Je ne vais pas vous faire peur avec ça. Vous allez tout comprendre. En fait, autant que moi, je comprends, ce qui est très peu. Et en avril 19, je vais faire une conférence sur le Soleil, et qui est une étoile, puis ça, je vais en parler. Autrement, comme l'été passé, cet été, Habitat 07, on fait des soirées étoilées. Et ça, on se réunit là. Je fais une mini-conférence à l'intérieur d'Habitat 07 où je parle des objets qu'on va voir. Après ça, on sort dehors, on fait de l'observation. On a 2 télescopes, peut-être plus cette année, mais en tout cas, au moins 2 télescopes. Et si ce soir-là, il pleut et on ne peut pas faire d'observation, il y a quand même la présentation à l'intérieur. Il y a toujours quelque chose. Vous ne viendrez pas pour rien. Si vous venez, je vais vous amuser. Tantôt, au début, j'ai parlé du club d'astronomie. Ceux qui sont intéressés, vous marquez votre nom, comme ça je peux vous écrire. Mais en gros, la prochaine réunion, le 14 mai, je vais faire une présentation d'1 heure sur la Lune et 1 heure, je vais parler sur le ciel de juin. Je suis 25 minutes en retard. Merci de m'avoir écouté tout ce temps-là. Vous êtes très patient. Merci bien. Merci.